Alors bonjour à tous, donc je suis Isabelle Conepo, je suis coordinatrice du centre de référence maladies rares, donc sur les maladies auto-inflammatoires au Kremlin-Bicêtre. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler, essayer de trouver des solutions pour mieux vivre au quotidien avec une maladie auto-inflammatoire. Alors bien sûr, c'est vous qui vivez tous les jours avec votre maladie auto-inflammatoire, donc je ne prétends pas apporter toutes les solutions, mais bien entendu, ça sera une base aussi de discussion peut-être à la fin de cette présentation. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet bien sûr qui est très transversal. Il ne s'agit pas de parler d'une seule des maladies auto-inflammatoires. Et j'ai mis ici la liste des maladies auto-inflammatoires auxquelles ce sujet se rapporte et sur lesquelles on peut parler de la vie au quotidien. Alors la première, bien sûr, c'est la fièvre méditerranéenne familiale, qui est la plus fréquente. La deuxième, c'est le syndrome de déficit en cryopyrine. Alors pour les patients, comme vous le savez, c'est le syndrome de Meckel-Wells, l'urticaire familial au froid et le syndrome SINCA. Également le syndrome TRAPS, le déficit en mévalonate kinase, qu'on appelait aussi avant le syndrome hyper-IgD. On va parler aussi des patients qui ont des fièvres récurrentes inexpliquées, parce que je sais que parmi certains d'entre vous, eh bien, il n'y a pas encore un diagnostic définitif qui a pu être posé. Et puis, ce sujet va concerner aussi les patients atteints de syndrome PIFAPA, donc fièvre périodique avec aphte, pharyngite et ganglion, qui sont donc essentiellement des enfants. Et on va parler également de la maladie de Steele, qui touche à la fois les enfants et les sujets adultes. Alors, je vais revoir avec vous les problèmes communs de toutes ces maladies. Le premier problème, très souvent, c'est le délai du diagnostic, parce que ce sont des maladies qui sont encore pas très bien connues et que quand on a ce genre de problème, on a assez souvent du mal à trouver le spécialiste et souvent même votre médecin traitant ne sait pas exactement de quoi il retourne et ne sait pas bien où vous adresser. Très souvent aussi, il y a une incompréhension de l'entourage. Et très souvent, et je le sais, c'est au niveau de l'école, on ne comprend pas bien les absences, pourquoi votre enfant n'est pas venu, ou au niveau du travail, pourquoi vous êtes tout le temps fatigué, vous n'êtes pas assez performant. Et aussi, bien sûr, on fait face à l'ignorance encore d'une grande partie du corps médical. Donc ça, c'est déjà le premier type de problème. La deuxième chose, c'est tous les symptômes que vous pouvez ressentir qui, au bout du compte, entraînent une fatigue chronique. Il y a aussi la fièvre et puis les douleurs un peu partout dans le corps qui peuvent être difficiles à vivre. Et en dehors de cela, qui peut évidemment agir de manière un peu chronique aussi, eh bien, c'est le fait que les crises sont imprévisibles et donc, bien sûr, ça désorganise tout le monde, toute la famille, le travail, l'école. Et quand votre enfant, si vous êtes parent, a une crise, vous vivez souvent ça dans un grand désarroi, sans savoir exactement ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire pour essayer de soulager votre enfant. Et puis après, les autres problèmes, plus pour certaines maladies que pour d'autres, eh bien, c'est la survenue éventuelle de complications, et en particulier les complications rénales, hein, puisque vous savez que si l'inflammation chronique persiste et que vous n'êtes pas suffisamment traité, pour la plupart de ces maladies, eh bien, il peut survenir une amylose secondaire, donc une insuffisance rénale. Et au stade de l'insuffisance rénale, les traitements sont difficiles et ils peuvent passer pour certains par la dialyse et la transplantation rénale. Également pour d'autres maladies, en particulier pour les CAPS, le problème de la surdité, hein, qui en général survient après l'âge de 10 ans, et puis des problèmes visuels ou neurologiques selon les maladies. Et puis bien sûr, avoir une maladie chronique, qu'on soit un patient adulte ou qu'on soit un enfant, ça retentit sur toute la famille, donc ça on va l'aborder aussi. Ça peut retentir également sur le couple. Le retentissement sur la vie scolaire, sur la vie professionnelle, tout ça évidemment c'est très important. Et puis la gestion des traitements au quotidien, ça peut être compliqué parce que ce sont des traitements parfois qui sont traitements d'exception, mais aussi pour certaines de ces maladies, on n'a aucun traitement réellement efficace et là aussi bien évidemment c'est un problème. Et puis, pour ceux qui sont adolescents ou qui ont des enfants adolescents, on connaît bien le problème, le déni de la maladie, le risque de ne pas prendre les traitements et de faire à nouveau des crises et bien sûr de déprimer, se pas sentir très bien dans sa vie. Donc voilà un petit peu les problèmes communs auxquels vous faites face. Et dans cette présentation, je vais en aborder quelques-uns et vous donner un petit peu quelques outils, quelques pistes pour essayer de les résoudre. Alors j'ai choisi le témoignage d'un patient adulte que je connais très bien et qui parlait de sa vie, en particulier la fatigue et tout ce qu'il avait enduré pendant sa jeunesse avant que le diagnostic soit fait.
Donc voilà, c'est Franck qui est atteint d'un syndrome CAPS et voilà ce qu'il me racontait à propos de sa fatigue. Il me disait « Ma réputation à l'école était d'être paresseux. Personne ne croyait ma fatigue, surtout mes professeurs. J'étais régulièrement exclu des jeux scolaires et je ne pouvais pas avoir d'amis. » Il me disait aussi « Cette maladie m'a dérangé depuis mon plus jeune âge. Je ne pouvais pas suivre les cours en fin de journée. Personne ne comprenait ma fatigue. On m'avait donné le surnom de grand-père. » Et là, j'ai compris effectivement à quel point la fatigue pouvait avoir un retentissement extrêmement important sur la vie de tous les jours, sur le fait de pouvoir avoir des amis, d'avoir une vie sociale. Alors, la première chose dont on va parler, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de mieux gérer les crises au quotidien. Alors effectivement, les crises, elles peuvent être totalement imprévisibles, donc ce n'est pas évident, mais dans quand même certaines de ces maladies, on sait que certains facteurs vont déclencher les crises. Et les facteurs, je dirais, qui sont assez universels, c'est la fatigue, les émotions. Alors les émotions, que ce soit une grosse peur, par exemple, un accident de voiture, mais ça peut être aussi des émotions fortes, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Et les fêtes de famille, par exemple, ça peut déclencher les crises. Également le stress, bien sûr, le froid pour certaines de ces maladies, plus pour les syndromes CAPS. Également les règles chez les femmes pour certaines de ces maladies et également les stress infectieux. Donc si on connaît mieux les facteurs déclenchants de ces crises, eh bien, on peut essayer d'anticiper pour mieux les gérer et on verra un petit peu comment. À côté des facteurs déclenchants, il y a aussi parfois des signes qui sont annonciateurs de la crise et les patients disent souvent qu'avant la crise, ils peuvent être irritables ou se sentir fatigués, avoir mal à la tête ou avoir mal au dos, parfois avoir mal à la gorge ou manquer d'appétit, ou alors avoir une grande sensation de froid avec des frissons. Donc ça aussi, connaître les signes annonciateurs, ça peut permettre là aussi d'anticiper pour essayer de mieux gérer et de s'organiser, bien sûr. Alors quand les crises sont régulières, c'est rarement le cas. Alors c'est le cas dans le syndrome de Marshall, un syndrome PIFAPA. Les crises, à un moment donné, elles sont très régulières et parfois même les parents peuvent dire « bon, je suis à peu près sûr que ce week-end-là, on ne fera rien parce que c'est sûr qu'il aura sa crise ». Et aussi, dans le déficit en mévalonate kinase, chez les enfants jeunes, parfois aussi, elles peuvent avoir un aspect régulier. Et dans ces cas-là, si elles sont régulières, bien sûr, on peut mieux anticiper. Alors le mieux, c'est aussi pour repérer la régularité, parce que parfois, ce n'est pas évident, c'est de tracer un journal de bord des crises. Alors on peut utiliser un support papier ou un support électronique, et je vais vous en montrer quelques exemples tout à l'heure. Et d'ailleurs, de tracer les crises, ça peut être aussi très bien pour préparer votre consultation, quand vous voyez le médecin, parce que bon, se souvenir a posteriori de ce qui s'est passé, c'est un petit peu compliqué, mais quand on a tracé en utilisant un outil adapté, bien entendu, ça peut également faciliter la consultation. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ces crises? Alors il y a une chose, la crise, bien sûr, ça peut survenir à la maison, mais ça peut survenir n'importe où. Quand vous êtes en vacances, quand vous êtes dans une activité de loisir. Et ce qui est important, c'est d'avoir toujours sur soi un protocole d'urgence parce que, bien entendu, les personnes qui vont s'occuper de vous, elles n'auront pas forcément idée de la maladie que vous avez, puisque c'est une maladie rare, et vous ne serez pas non plus toujours en état de savoir ce que vous devez, quels sont les bons gestes et quels sont les médicaments à donner. Donc, ce protocole d'urgence, bien entendu, normalement, votre médecin référent doit vous en donner un, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, vous devez absolument vous les procurer. Pour la FMF, donc la fièvre méditerranéenne familiale, il y en a un qui est téléchargeable sur Orphanet. Je vous ai mis le lien. Et il faut savoir que dans le cadre d'Orphanet, il y en a un qui est en train d'être préparé sur les syndromes CAPS, donc il sera bientôt là aussi accessible donc, via Internet sur Orphanet. Mais ayez donc ces protocoles sur vous et ça vous évitera bien des déboires. Donc j'avais dit tout à l'heure, donc repérer rapidement les symptômes avant-coureurs de la crise, parce que là aussi vous savez qu'elle va s'installer, et donc là prendre tout de suite les devants pour essayer de mieux la vivre cette crise. La première chose, et je sais que ce n'est pas facile pour les parents, quand il y a l'enfant qui commence sa crise, c'est limiter le stress et les stimulations. Donc essayez de vous mettre dans un endroit calme, dans une pièce calme, éviter toutes les stimulations auditives, visuelles, donc pas d'écran, pas tout ça, et se mettre également dans une température qui soit neutre, c'est-à-dire pas dans une pièce glacée, ni non plus dans une pièce trop chaude.
Si vous le pouvez, essayez d'utiliser des outils de diversion. Et en fait, c'est un peu le principe de l'hypnose, c'est-à-dire que pour se détourner de la douleur, on essaie de penser à des choses agréables. Et donc, on peut utiliser des bandes-sons, les bandes-sons qui sont utilisées pour la relaxation. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des spas ou faire des massages, mais souvent, ce sont des sons très particuliers, un peu répétitifs, avec des sonorités particulières qui permettent de se relaxer. Ce qui peut être utile aussi, si on n'est pas allergique, si on a un animal de compagnie, par exemple un chat, le ronronnement du chat, caresser un chat qui ronronne, c'est quelque chose qui peut aussi aider énormément à se relaxer et à donner de l'hypnose, à faire un effet d'hypnose. Et puis bien sûr, faire voyager son esprit. Pour les parents, les enfants, c'est extrêmement facile de les faire voyager. Hein, donc vous leur faites penser à des choses qu'ils aiment bien, à la plage, aux vacances, voilà. Donc ça peut déjà énormément aider. On peut également adopter des positions de relaxation. Donc là, je vous ai mis sur la diapo la position de l'enfant. Donc on est effectivement les genoux recroquevillés et avec les fesses posées sur les talons. Et on est comme ça plié. C'est une attitude de relaxation qui marche. Alors j'ai mis les bougies, si ça peut aider aussi. Et puis, bien sûr, au-delà de ça, administrer les médicaments contre la douleur et les médicaments anti-inflammatoires selon la prescription de votre médecin. Donc vraiment, le plus grand message, c'est limiter le stress, qui est un des grands triggers et qui auto-entretient la crise. Et puis, je vous ai mis là aussi des petites comptines de relaxation pour les enfants très jeunes, entre 2 et 4 ans. Donc, vous pouvez essayer de raconter. Vous faites voyager l'enfant et vous utilisez un petit peu ces petites histoires pour faciliter la relaxation. Alors, ce qui est important aussi, c'est dans la vie de tous les jours, avec une maladie auto-inflammatoire, où on n'est pas toujours, et même souvent, on n'est pas malade au moment de la consultation médicale, c'est essayer de mieux communiquer avec son médecin. Et pour ça, il faut préparer la consultation à l'avance. Même si je sais qu'en pédiatrie, on essaye de prendre pas mal de temps, le temps de consultation, il n'est pas extensible. Donc, il ne faut pas se retrouver à la fin de la consultation un peu déçu parce qu'on n'a pas pensé à poser les questions. Donc, ce qui est bien, c'est de mettre sur un petit papier, déjà y penser à l'avance, déjà toutes les questions qu'on a posées au médecin, essayer de noter aussi tous les documents dont on a besoin, les certificats, les choses comme ça. Et puis, apporter avec vous tout ce que vous avez tracé à la maison comme symptômes. Donc, en utilisant les outils dont je vais vous parler après. Mais si vous n'avez pas ces outils, vous pouvez déjà au moins noter à la main la crise, quel jour c'était, quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça a fini, et qu'est-ce qu'il y avait comme signe, et ce que vous avez fait. Et surtout, pensez-y, parce qu'alors ça, en consultation, je remarque toujours, si jamais il y a des signes sur la peau, des boutons, prenez-les en photo. Parce que les 3/4 du temps, vous me dites ah ben, j'ai vu des photos, j'ai eu des éruptions, tout ça. J'ai dit, vous avez pris la photo? Ben non. Alors vous avez tous des smartphones. Vous prenez parfois des choses qui n'ont pas grand intérêt. Et par contre, ce qui pourrait avoir intérêt vraiment pour nous à la consultation, pour visualiser les signes, eh bien, vous ne le prenez pas. Donc pensez à prendre des photos. Comme ça, nous, on peut les voir en consultation et ça peut vraiment aussi beaucoup nous aider, surtout pour les patients qui n'ont pas encore de diagnostic. Et puis après, il y a effectivement des outils pour tracer les symptômes qu'on va voir ensemble. Il y a d'une part des applications, enfin il y a surtout une application pour l'instant qui a été développée par un laboratoire pharmaceutique, mais enfin qui permet quand même de tracer les signes de la maladie auto-inflammatoire. On va la voir ensemble. Il y a la grille A-Day, qui est en fait une grille de recueil de symptômes au quotidien qui non seulement trace les symptômes d'intérêt pour faire le diagnostic, mais également permet de calculer, mesurer le degré d'activité de votre maladie auto-inflammatoire. Donc là, c'est intéressant aussi, et également dans le suivi. Et puis, il y a un outil qui est déjà en ligne, mais qui pour l'instant ne doit pas encore être utilisé. Il y a encore des autorisations, mais enfin, vous pouvez le tester, qui s'appelle MyPatient, et qui là aussi permet de tracer les symptômes au quotidien. Donc, je vais commencer par vous montrer l'application Memorize. Elle est donc téléchargeable gratuitement sur smartphone, ordinateur, tout ce que vous voulez. Donc, je vous montre quelques pages de l'application Memorize, où bien sûr, vous devrez quand même vous inscrire avant et lire les conditions générales d'utilisation. Et donc, vous voyez que vous pouvez rentrer vos symptômes. Donc, vous voyez, vous avez mon journal. Et donc, vous pouvez rentrer des nouveaux symptômes. Donc, vous voyez, vous pouvez rentrer la fièvre, les signes sur la peau, les muqueuses, au niveau de la tête, du nez, de la gorge, des oreilles, au niveau du ventre ou de la poitrine.
au niveau des muscles, au niveau des articulations. Vous pouvez également rentrer si vous avez eu un arrêt de travail ou si vous n'êtes pas allé à l'école, et vous pouvez même éventuellement rentrer d'autres symptômes. Alors, cette app vous donne également d'autres fonctionnalités. Vous voyez, vous avez la liste des centres de référence et de compétences qui peuvent prendre en charge votre maladie. Vous pouvez également rentrer vos rendez-vous et vous pouvez également mettre quelques notes. Hein, donc, il y a déjà diverses fonctionnalités qui sont rentrables. Alors, vous voyez également là un exemple pour montrer les zones, par exemple, si vous avez des signes articulaires ou même si vous avez des douleurs. Vous voyez, vous pouvez montrer les zones en utilisant le petit bonhomme. Et là, vous avez, si vous êtes au moment d'une crise, vous voyez, vous pouvez mettre à jour. Est-ce que mon symptôme a disparu? Est-ce que c'est pareil qu'hier? Ou est-ce que ça a évolué depuis hier? Et donc, vous pouvez re-rentrer à nouveau. Donc, il faut rentrer un petit peu avec et jouer avec. Mais c'est finalement pas très compliqué. Les seuls soucis qu'il y a eu un petit peu avec cette app, c'est qu'à un moment donné, il y avait eu pas mal de bugs parce qu'à chaque fois qu'il y avait une mise à jour de IQOS, eh ben, il y avait des choses qui changeaient. Mais je crois savoir que ces choses se sont réglées et il y a eu des mises à jour qui ont permis de régler ces problèmes. Maintenant, si vous l'utilisez, bien sûr, c'est important de faire remonter ces dysfonctionnements pour pouvoir mettre les choses à jour. Après, je dirais la chose la plus simple et qu'on vous donne en consultation. Donc ça, c'est vraiment une grille qui a été mise au point par le centre de référence et qui a été validée au niveau international. Donc vous voyez que là, c'est un support papier. Donc ça, c'est assez simple. Finalement, ça représente un mois. Et sur cette grille, vous allez tracer au jour le jour les symptômes qui sont les symptômes d'intérêt pour le suivi et pour le diagnostic d'une maladie auto-inflammatoire. Donc vous voyez, vous avez une grille qui représente à peu près 30 jours, donc un mois, et soit le symptôme est présent et vous mettez 1, soit il est absent, vous mettez 0. Vous n'êtes pas obligé d'être complètement obsessionnel. S'il ne se passe rien, vous ne rentrez rien et on considérera que ce que vous n'avez pas rentré, c'est 0. Donc vous voyez que le premier symptôme, c'est fièvre, donc c'est à partir de 38. Symptomatologie générale, ça veut dire est-ce que aujourd'hui, votre enfant ou vous-même ressentez des signes de la crise. Après, douleur abdominale, c'est douleur au ventre. Nausées, vomissements, bon ça je pense que tout le monde comprend. Diarrhée. Céphalée, c'est maux de tête. Douleur thoracique, c'est les douleurs à la poitrine. Ganglions douloureux, ben, c'est seulement les boules que vous pourriez avoir au cou. Voilà. Douleur articulaire ou musculaire, ça vous comprenez très bien. Gonflement également au niveau des articulations éventuellement. Manifestation au niveau des yeux, c'est surtout essentiellement des yeux rouges ou des gonflements autour des yeux. Et éruption cutanée, c'est si vous aviez des choses particulières que vous avez remarquées au niveau de la peau. Alors ce qui est très important, c'est de ne rentrer les signes que ceux qui sont en rapport avec la maladie auto-inflammatoire. Il ne faut pas rentrer si votre enfant a une rhinopharyngite avec le nez qui coule ou quoi que ce soit. Hein, il ne faut pas qu'on confonde tout. Alors en général, on vous fournit en même temps que la grille un lexique qui vous explique comment utiliser, quand utiliser, qui peut l'utiliser. Donc ça peut être soit le patient lui-même, soit le parent pour son enfant, et qui vous explique également la signification des mots. Donc ce qui est très bien, c'est de remplir cette grille au fur et à mesure, et après, soit vous l'envoyez par mail à votre médecin traitant, soit vous arrivez avec au niveau de la consultation, ce qui fait que le médecin, bien entendu, il peut voir l'historique de ce qui s'est passé, et il peut également calculer le score EDEI qui va lui permettre de savoir si la maladie, votre maladie ou celle de votre enfant est active, et ce qui bien sûr a une incidence pour mieux ajuster votre traitement. Donc voilà cette grille EDEI. Donc si vous n'êtes pas très fan de tout ce qui est support électronique, app et compagnie, c'est assez simple finalement et vous pouvez la remplir sur papier. Alors, le deuxième outil, donc, qui est déjà en ligne, mais que pour l'instant, je vous dis, vous ne pouvez utiliser qu'en phase de test. Donc, c'est un site qui s'appelle MyPatient, qui est un site donc, qui est destiné à vous et qui est fait donc, pour vous aider à mieux vivre avec votre maladie et qui va vous aider également à mieux communiquer avec votre médecin traitant. Donc là, vous avez l'adresse et vous tapez my-patient sur Google, vous allez tomber dessus. Et à ce moment-là, c'est toujours pareil, vous allez avoir des pages qui vont s'ouvrir.
Donc les premières pages, ce sont des pages qui sont essentiellement des pages d'information. Donc vous voyez, en page d'accueil, on vous explique que MyPatient vous permet de suivre l'activité de la maladie auto-inflammatoire en se basant sur un algorithme qui va donc calculer automatiquement le score A-Day. Donc d'apprendre à mieux vivre avec votre maladie, parce que quand finalement on remplit des scores A-Day, on remplit des grilles, on reconnaît mieux ses symptômes et on sait mieux quand est-ce que ça va ou quand est-ce que ça ne va pas, si j'ai assez de traitement ou pas assez. Ça vous aide à communiquer avec votre médecin traitant en lui fournissant un état des lieux à un moment donné. Et bien sûr, ça permet de visualiser vos symptômes pour une première consultation. Donc ça permet quelque part de détecter une maladie auto-inflammatoire ou alors au cours du suivi. Et bien sûr, ça permet également d'ajuster votre traitement. Donc vous avez en bas de cette page un certain nombre d'onglets qui donnent des renseignements relativement succincts sur les principales maladies auto-inflammatoires, en tout cas pour l'instant. Donc une fois que vous vous connectez dans l'espace, eh bien vous arrivez, je vais vous montrer quelques pages, je ne peux pas tout vous montrer, mais vous pouvez enregistrer, voyez, un certain nombre de symptômes et vous pouvez les enregistrer soit, si j'ose dire, en live, quand les symptômes apparaissent, mais vous pouvez aussi les enregistrer a posteriori, ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé d'aller compulsivement sur le site pendant toute la durée de la crise et à chaque moment pour rentrer les symptômes, vous pouvez aussi les rentrer a posteriori. Et finalement, vous voyez, là, donc c'est un exemple d'un mois avec des crises et les jours où il y a eu quelque chose se sont automatiquement rentrés. Et en bas de la page, vous avez votre bilan qui va s'afficher avec le score A-Day correspondant et un graphe de symptômes. Donc là, vous voyez quand vous allez dans « Enregistrer un nouveau symptôme », vous avez un menu déroulant et vous allez rentrer le type de symptôme, vous allez rentrer le début du symptôme, vous allez dire si le symptôme est toujours présent ou s'il est terminé et vous avez la date où le symptôme s'est terminé. Pardon. Et donc là, c'est simplement pour vous montrer le type de résultat qui arrive au médecin, parce que en page d'accueil, vous pouvez donc rentrer votre médecin traitant et son mail surtout, et vous avez le choix de lui transmettre ces informations. Donc vous voyez qu'il y a un certain type d'informations. Donc il y a déjà, j'ai vu des patients qui ont commencé à rentrer des crises et des symptômes. Donc vous voyez un petit peu le genre de rapport que ça donne. Donc vous avez le score A-Day et les dates puisqu'il se calcule sur un mois. Hein, donc il faudra rentrer au minimum pendant 30 jours des symptômes, en tout cas sur une période de 30 jours pour que le score A-Day soit valide. Et puis il y a un tableau récapitulatif qui est transmis à votre médecin. Donc voilà, en tout cas pour l'instant, les différents outils qui sont possibles pour vous, en sachant que la plateforme MyPatient va probablement évoluer vers un site plus complet de e-santé où il y aura d'autres services qui seront disponibles pour vous. Bon, là, il faut un petit peu de temps, mais c'est un projet qui est en train de grandir au sein de la filière. Donc après ça, je vais parler avec vous un petit peu de vivre en famille avec un enfant qui est malade. Et là, c'est extrêmement compliqué parce que quand on vit en famille, on vit avec tous les enfants et on vit aussi avec son conjoint. Et ce qui est très compliqué, c'est que quand il y a un enfant qui est malade, bien sûr, les parents, bien entendu, vont devoir être très occupés, devoir occuper beaucoup de temps pour cet enfant, se faire beaucoup de soucis pour lui, et ça peut engendrer une espèce de compétition entre les enfants. Et donc là, je vous donne des grands principes. Bien sûr, vous avez certainement aussi, vous, beaucoup d'autres idées. Mais je crois que la première chose à faire, c'est expliquer aux autres enfants pourquoi il est nécessaire de prendre du temps pour l'enfant malade. Donc il faut expliquer ce qu'il a, en tout cas ce que vous en comprenez, la maladie, et puis les soins qui sont nécessaires et pourquoi, pour que les autres enfants comprennent mieux. Par ailleurs, et parce que votre temps est très pris, eh bien, c'est important que les choses n'apparaissent pas comme ça en dernière minute où les autres enfants ne s'attendaient pas à ce que vous partiez. Donc, il faut essayer de faire un espèce de calendrier des tâches et des rendez-vous et qu'il soit là pour toute la famille. Vous le mettez dans la cuisine, pour le frigo, une pièce où tout le monde est. Et comme ça, si les choses ont été programmées, prévues, eh bien, les contraintes seront mieux acceptées par les autres membres de la famille. Et ça, c'est valable pour tous les enfants quand on a une famille nombreuse, mais c'est encore plus quand on a un enfant malade. Essayez de consacrer un temps spécial ludique pour chacun des frères et sœurs.
Par exemple, partager une activité. Bon, alors si c'est la fille, alors je vais être très caricaturale, faire du shopping avec la sœur aînée et aller jouer au foot avec le garçon. Bon, mais il y a certainement d'autres choses qu'on peut faire, mais montrer à chaque enfant qu'il est unique. Ça, c'est très important. Et bien sûr leur dire et leur montrer que vous les aimez autant que l'enfant malade. Donc ne soyez pas avares en gestes affectueux, des petits messages dans le cartable. Ils y seront très sensibles et comme ça ils penseront, il y aura pas, beaucoup moins de compétition entre eux et les autres enfants. Et bien sûr, et encore plus, essayez de favoriser les soirées en famille, loin des écrans. Par exemple, profiter du dîner. C'est quand même des moments privilégiés en famille où chacun peut exprimer ce qu'il ressent. Voilà des petites recettes, mais vous en avez certainement d'autres, mais vraiment pensez de manière très importante aux autres enfants de la famille. Alors, autre chose, bien sûr, parce qu'en famille aussi, on va parfois faire face à des moments difficiles. Et donc, je vous dis, reconnaître les signes de la maladie et les déclencheurs pour être un petit peu mieux préparé. Et donc, quand on a utilisé les outils, bien sûr, on est peut-être un peu mieux renseigné sur ce qui va déclencher les crises et ce qu'elles vont comporter. Et bien sûr, à ce moment-là, il faut gérer la crise, peut-être donc en essayant d'utiliser les recettes que je vous ai proposées, mais vous en avez peut-être d'autres à faire partager. Donc, les médicaments et donc les traitements non médicamenteux. Et pour les parents et pour le conjoint, si c'est le conjoint qui est malade, il faut trouver le comportement adapté. Et là, ce n'est pas toujours très facile non plus. Alors, il faut être à l'écoute et adopter une attitude positive. Alors, c'est sûr qu'il faut compatir, mais pas toujours être dans mon pauvre, tu es malade, ou voilà. Mais essayer de voir les choses d'une manière plus positive, que tout le monde ne tombe pas dans la dépression dans cette famille. Il ne faut pas non plus culpabiliser à l'excès. Et c'est là où on a tendance à la surprotection, donc c'est pas facile. Et il ne faut pas non plus se laisser manipuler. Donc c'est très compliqué, et en particulier les enfants, parce qu'il peut y avoir des bénéfices secondaires. J'ai un peu mal au ventre, je ne vais pas à l'école et j'ai maman pour moi tout seul. Alors bien sûr, ce n'est pas tout le temps ça, mais il faut essayer de trouver la bonne attitude. Et je sais que ce n'est pas très facile. Et quand on ne le trouve pas, parfois il faut se faire aider, parce que ce n'est pas des situations qui sont très faciles à gérer. Et bien sûr, en famille, on a un conjoint. Et donc, il faut essayer, si j'ose dire, d'entretenir la flamme. Donc, il faut continuer à communiquer et se soutenir mutuellement. C'est-à-dire que, si j'ose dire, toutes les tâches qui sont autour de l'enfant malade, les consultations, les hospitalisations, tous les moments difficiles, ça ne soit pas toujours le même qui soit en charge de cela. Donc, il faut essayer, si on peut, que ça soit une fois l'un, une fois l'autre, qui puisse assumer ce genre de rôle. Là aussi, c'est toujours pareil, je dis limiter les écrans parce que c'est vrai que ça coupe vraiment la communication, donc pas simplement avec les enfants, mais entre conjoints. Favoriser le contact physique, bien sûr, et passer du temps ensemble, le plus de temps qu'on peut, et faire des projets. Alors, c'est sûr qu'en fonction de la lourdeur de la maladie, de la lourdeur du quotidien, mais si on peut réussir à planifier à deux une sortie, alors j'ai mis une fois par mois, mais si c'est tous les 3 mois, mais ne serait-ce que déjà d'avoir un projet, c'est bien. Et si on peut également de coucher les enfants plus tôt, ce qui permet d'avoir un petit peu plus de temps ensemble. Donc là aussi, vous avez certainement des propositions, des expériences à faire partager, mais là aussi, c'est très important que tout n'explose pas à cause du fait, effectivement, qu'on a un enfant malade. Alors, les autres questions qui se posent dans le quotidien avec une maladie auto-inflammatoire, c'est est-ce que je peux faire du sport et ça, évidemment, c'est très important dans la vie de loisir et le sport. Alors, il faut savoir que quand on a une maladie auto-inflammatoire, il y a peu de contre-indications absolues à faire du sport. Et au contraire, le sport, ça peut être bon parce que ça aide à aller mieux, quelque part. C'est se réconcilier avec son corps, c'est se donner des défis, se dire qu'on est capable de faire des choses et parfois même des choses fantastiques. Mais évidemment, ça doit rester un plaisir. Donc, il ne faut pas non plus se déclencher des douleurs insupportables parce qu'on fait du sport. Et bien sûr, pour les enfants, pour les jeunes et surtout pour les adolescents, ça permet de se sentir comme les autres et on sait à quel point c'est important à cet âge-là. Donc, le sport, il est plutôt encouragé. Et c'est vrai qu'en consultation, quand on est ensemble, on en discute et on fait plutôt des aménagements pour le sport. Donc en gros, on fait du sport, mais on évite l'endurance
et ça c'est surtout très vrai pour la fièvre méditerranéenne familiale et le déficit en mévalonate kinase, parce que l'endurance, ça peut déclencher des crises, ou alors ça peut déclencher des douleurs dans les muscles qui sont extrêmement pénibles. Donc ça, on le met en général à l'école, pas d'endurance, et on prend en compte la fatigabilité de l'enfant. Ça, la fatigabilité, c'est surtout pour le papa, et c'est surtout aussi pour le déficit en mévalonate kinase. Les enfants sont beaucoup plus fatigables. Donc on peut faire du sport, mais on fait attention là aussi de ne pas s'exténuer. Voilà, il faut que ça reste avant tout un plaisir. On prépare bien la séance de sport, et ça je sais que parfois ça passe un peu à l'as, et il faut penser à bien s'étirer les muscles après le sport, et éventuellement prendre des anti-inflammatoires avant la séance. Et là c'est valable, et ça on le met en général dans les PAI, hein, donc le plan d'accueil individualisé qu'on demande au niveau de l'établissement scolaire, c'est éviter le sport à l'extérieur quand il fait très froid, ou quand il y a du grand vent, ou quand il fait très chaud au contraire, parce que là aussi on sait que la tolérance sera moins bonne. Et pour les examens officiels, on sait qu'il y a des épreuves sportives. Alors on essaie de faire des aménagements au cas par cas. On sait que c'est assez compliqué parce que très souvent, si l'enfant il est en sport en première ou en terminale, eh bien, il doit passer les examens officiels. Alors, parfois, on est obligé de faire des dispenses, malheureusement, mais ça n'empêche pas que dans ces cas-là, on peut quand même faire du sport ailleurs, à l'extérieur de l'école. Et le sport en compétition, il n'est absolument pas contre-indiqué, mais là aussi, c'est à traiter au cas par cas, en fonction de la situation de l'enfant, etc. Alors, il y a beaucoup de questions sur les vaccins. Alors, c'est vrai qu'en France, on est dans un pays qui déteste les vaccins, et on a totalement oublié que le rapport bénéfice-risque des vaccins n'a absolument plus à être démontré, et que s'il y a des effets secondaires, ils sont extrêmement minimes par rapport à tout le bénéfice qu'apporte la vaccination. Et de plus en plus, de toute façon, il va devenir obligatoire de faire pratiquer tous les vaccins aux enfants. Donc, bien sûr, je vous invite à résister à la pression des associations de lutte anti-vaccin qui sont bien plus visibles sur l'espace Internet que, effectivement, les personnes qui vous en rappellent les bienfaits. Il n'y a aucune contre-indication au vaccin pour les maladies quand on a un enfant qui a une maladie auto-inflammatoire. La seule chose, il y a une petite parenthèse pour les patients qui ont un déficit en mévalonate kinase. Eux, ils ont encore plus besoin, je dirais, d'être vaccinés parce qu'on sait qu'eux, ils sont plus à risque d'infection sévère. Et donc, pour eux, l'importance de vacciner contre le pneumocoque, de vacciner contre le méningocoque et de vacciner contre Haemophilus influenzae qui peuvent donner des infections sévères chez ces enfants-là. Et également, pour les enfants qui ont un déficit en mévalonate kinase, on sait que toutes les stimulations antigéniques, et les vaccins en font partie, peuvent déclencher des poussées sévères. Et donc là aussi, on peut s'encadrer là aussi de précautions pour essayer de limiter la survenue de celles-ci, ou si elles surviennent, d'essayer de les encadrer. C'est quelque chose dont on prévient les parents, ou ils l'ont déjà vécu, mais n'empêche que ce n'est pas une contre-indication pour autant pour avoir des vaccins. Alors, il y a, à part, je dirais, les problèmes des vaccins vivants. Alors, vous savez que les vaccins vivants, ce sont des vaccins qui sont préparés à partir de souches vivantes des virus en question. Donc, en particulier, c'est valable pour le vaccin rougeole, oreillon, rubéole, ou pour le vaccin pour le BCG, hein, donc, qui est la souche bovine du bacille tuberculeux. Donc, ces vaccins, en principe, chez les patients qui ont des maladies auto-inflammatoires, ils ne sont pas contre-indiqués, à l'exception près de situations où vous recevriez, vous ou votre enfant, de fortes doses de cortisone. Alors ça peut, et de manière prolongée. Donc ça peut arriver chez les patients qui ont une maladie de style ou éventuellement chez les patients qui ont un TRAPS et qui auraient des doses de cortisone qui seraient prolongées. Et effectivement, quand il y a une corticothérapie à forte dose, eh bien, ça peut effectivement rendre ces vaccins contre-indiqués. Il faut savoir que les biothérapies les contre-indiquent en principe, mais elles ne diminuent pas leur efficacité. Donc là, pourrait y avoir une certaine discussion sous biothérapie. Elle reste contre-indiquée, mais en tout cas, on sait que ça ne diminue pas l'efficacité de ces vaccins. Une chose à savoir quand même, c'est chez des mamans
qui recevraient des anti-TNF, eh bien, il faut attendre un certain temps avant de vacciner leur bébé, en particulier par le BCG, parce que pourrait y avoir des infections graves par le BCG chez ces nourrissons. Mais là, ça reste que là aussi des cas d'exception, les anti-TNF étant finalement relativement peu utilisés pour le traitement des maladies auto-inflammatoires actuellement. Donc voilà pour ce qui est des vaccins. Vous aurez peut-être des questions là-dessus. Je n'ai abordé bien sûr que les grandes lignes. Alors, une autre question qui se pose finalement, c'est fertilité et grossesse et maladies auto-inflammatoires. Alors, ce que l'on sait quand même quelque part, c'est que la fertilité peut être diminuée dans le cas des maladies auto-inflammatoires actives, sauf peut-être pour le syndrome PIFAPA. Alors donc c'est toujours mieux finalement de maintenir un traitement de fond de manière efficace, aussi bien pour concevoir et aussi bien lors de la grossesse, et ceci spécialement pour la colchicine. Et pour la colchicine également, on maintient la colchicine pour l'allaitement, puisqu'il y en a très peu qui passent dans le lait maternel, et c'est des doses qui ne sont pas toxiques pour le bébé. Donc c'est toujours mieux de maintenir le traitement de fond. Alors, en ce qui concerne les biothérapies, là, c'est à discuter au cas par cas avec votre médecin traitant, et en particulier plutôt le médecin expert, là en l'occurrence. Pour l'instant, on n'a pas d'indice inquiétant pour les biothérapies anti-IL-1, mais on a très peu de patients connus, et c'est vrai que théoriquement, elles restent encore contre-indiquées. Donc là, c'est au cas par cas, et c'est l'affaire de votre spécialiste. Et quoi qu'il arrive, si jamais vous désirez avoir un enfant, il vaut mieux planifier et anticiper de manière à ce qu'il y ait une prise en charge qui soit conjointe entre votre médecin expert et finalement le gynécologue obstétricien pour que les choses se passent au mieux et que le choix des traitements pendant la grossesse puisse être pris de concert. Alors, pour ce qui est de l'anakinra, pour lequel on a quelques données, mais je vous dis encore pour très peu de patients, en principe, il n'y a pas eu de problème pour concevoir sous anakinra. Et il y a eu quand même quelques cas de malformation rénale chez le fœtus qui ont été rapportés, mais pour l'instant, il y a tellement peu qu'il est impossible de faire des statistiques et de vous dire s'il y a réellement un risque augmenté. Mais de toute façon, ce sont quand même des grossesses qu'il faut surveiller. Mais bien entendu, encore une fois, je vous dis, sur le plan théorique, il est toujours mieux de conserver un traitement de fond. Alors, l'autre question qui peut se poser, c'est finalement, est-ce que je peux voyager si j'ai une maladie auto-inflammatoire? Alors, bien sûr, on se déplace de plus en plus, donc bien sûr qu'on peut voyager. Là aussi, c'est toujours pareil, il vaut mieux anticiper avec votre médecin. Parfois, il va falloir anticiper et prévoir une adaptation du traitement, en particulier si vous faites un voyage avec un gros décalage horaire qui est à prévoir. Bien sûr, vous serez plus fatigué et parfois on ne sait plus exactement à quelle heure on doit prendre son traitement. Donc ça, c'est des choses dont il faut parler pour que l'adaptation du traitement puisse être préparée avec votre médecin traitant. Ce qui est important aussi, si vous prenez l'avion en particulier, vous avez des produits injectables, il faut que vous ayez une ordonnance parce que vous ne passerez pas la barrière de sécurité avec des aiguilles et tout ça. Donc là aussi, avec des ordonnances spéciales et également une trousse. Souvent, il faut une trousse réfrigérée pour les produits injectables, en principe les biothérapies. Donc tout ça, il faut que ça soit préparé à l'avance pour que vous puissiez voyager sans encombre. Et bien sûr, n'oubliez pas d'emporter votre protocole d'urgence parce que là où vous allez aller, les gens ne connaîtront pas forcément votre maladie. Ce qu'on peut vous conseiller aussi, c'est si vous prévoyez un long voyage, par exemple en voiture, eh bien, essayez de faire des étapes pour vous reposer, pour limiter la fatigue et là aussi, essayez de limiter au maximum le décalage horaire si c'est possible. Également en avion, si vous le pouvez, essayez de préférer des sièges avec plus d'espace. Alors évidemment, on sait que ce n'est pas forcément évident et c'est à la portée de presque personne de voyager en business, mais en tout cas, si vous voyagez en classe économique, essayez de demander des sièges couloirs, vous aurez plus d'espace pour étendre vos jambes, parce que là aussi, on sait que la position assise, c'est pas très bon et ça peut déclencher plus d'œdème ou des pseudo-érysipèles, en particulier chez les patients qui ont la FMF ou encore même chez les patients qui ont des syndromes CAPS. Et bien sûr, pensez à vous lever et à marcher fréquemment dans la cabine pour essayer de vous limiter ce genre d'inconfort.
Alors, l'autre point important, c'est la scolarité avec des enfants qui ont une maladie auto-inflammatoire. Alors, on a développé pour vous des petits manuels, vous voyez, maîtriser la scolarité. Donc, il y en a un qui est destiné à l'enfant et l'autre qui est destiné à ses enseignants. Donc, pour expliquer un certain nombre de choses, en particulier la maladie, pourquoi est-ce que l'enfant il n'a pas l'air malade en fait quand il va à l'école, et pour expliquer qu'il ne fait pas du cinéma, non, s'il dit qu'il a mal au ventre ou qu'il ne peut pas faire de la gym ou qu'il est fatigué. Et pour les enfants, c'est expliquer les symptômes, expliquer aussi, pouvoir expliquer à ses petits camarades si on a envie. Donc ça, c'est très bien. Pensez également à les demander. Ils sont largement distribués et ça peut aider aussi, évidemment, l'intégration à l'école et ça peut aider votre enfant. Donc c'est destiné à des enfants à partir de l'âge de 5-6 ans pour essayer là aussi de mieux vivre sa scolarité. Alors à l'école, il y a différentes choses qui sont possibles. La première chose, c'est l'établissement du plan d'accueil individualisé. Ça, c'est vraiment la première étape. Vraiment, si les difficultés sont plus importantes, ça peut être le cas pour des patients qui ont la maladie de Still, par exemple, ou vraiment qui ont des maladies très sévères. Et à ce moment-là, on peut essayer de prévoir un aménagement du matériel à l'école, par exemple prévoir un double jeu de livres, parce que parfois il y a des enfants en sixième qui ont des cartables qui ont plus de 10 kilos, donc ça peut éventuellement les aider. Et essayer également d'avoir une auxiliaire de vie scolaire, je sais que ça c'est pas forcément évident, donc il faut s'y prendre à l'avance. On peut essayer éventuellement également d'aménager sur le temps de l'école de la kinésithérapie ou l'ergothérapeute. Donc tout ça, il faut anticiper. Et par exemple, faire ça au mois de juin, mois de juillet avec le médecin pour que ça soit en place au mois de septembre. Parfois également, dans certains cas, on peut envisager la scolarité à domicile. On peut mettre en place le SAPAD, donc le service d'assistance pédagogique à domicile. Et pour les patients qui seraient hospitalisés, il y a l'association L'école à l'hôpital. Et plus près de son domicile également, il y a des associations de quartier. Alors en région parisienne, bien sûr, on a quelques exemples, mais je pense qu'il y a pareil pour toute la France. Il y a des associations pour l'aide aux devoirs. Par exemple, il y a le Miroir, vous voyez, à Paris 14e. Et on peut également demander une place à l'étude au collège si c'est plus simple. Alors, en Ile-de-France, nous avons la chance d'avoir le réseau rhumatisme inflammatoire pédiatrique qui peut aider toutes ces mises en place. Mais ça n'empêche pas, même si on n'a pas un réseau dans sa région, de pouvoir demander à son médecin traitant, ou faire ça autour du médecin traitant, toutes ces mises en place. Alors, il y a un autre point quand même qui est crucial, c'est finalement faire face à une maladie auto-inflammatoire à l'adolescence. Et on va dire c'est finalement des choses qui sont valables pour toutes les maladies chroniques. Hein, c'est démontré pour le diabète, pour plein d'autres problèmes. C'est un âge qui est quand même un âge particulier parce qu'à cet âge-là, il y a énormément de défis à relever. Le corps se modifie, donc ça devient difficile. Il y a la relation aux autres, il y a la relation à ses parents. À la fois, on a envie de grandir, mais à la fois, on a très très peur de grandir, même quand on est un adolescent qui n'a pas de soucis. Mais quand on a une maladie chronique, c'est encore pire. Et par ailleurs, il y a le défi de trouver sa voie, de trouver un métier. On démarre en général sa vie amoureuse, tout ça c'est très difficile. Et puis il y a beaucoup de questionnements, et souvent c'est des questionnements qui ne se font pas avec les parents. Ça se fait avec les copains ou éventuellement avec le pédiatre si celui-ci a aménagé un temps privilégié dans sa consultation. Très souvent, il y a une grande peur de la maladie, alors on a une attitude de déni et finalement on décide qu'on n'est pas malade. Et c'est comme ça finalement qu'on est très déséquilibré, qu'on fait des crises et qu'au fond on ne va pas très bien. Il y a la peur de l'isolement par rapport aux autres, parce que quand on est adolescent, on a envie d'être exactement comme les autres, comme ses copains, et on a tellement peur de ne plus faire partie du groupe, qu'on a cette attitude de défi vis-à-vis de la maladie. Et également, ce n'est pas toujours très verbalisé, mais il y a aussi la peur des effets secondaires des traitements, et ça aussi, ça mène à l'inobservance, et donc à plus de crises. Et là, toutes les études le montrent, à l'adolescence, souvent, il y a une aggravation de la maladie qui est liée à toutes ces peurs et finalement et à une inobservance des traitements. Et les parents, très souvent, on n'a pas l'attitude non plus très adaptée parce que quand l'enfant est malade, on a tendance à ne pas lui faire confiance et à ne pas répondre de manière adéquate à son besoin d'autonomie. Et donc ça renforce encore les attitudes de défi et de déni. Et donc ça, c'est pas simple. Et le système de soins n'aide pas du tout
parce qu'il n'y a pas beaucoup de repères et l'adolescent, finalement, les gens ne savent pas bien qui doit le prendre en charge. Et très souvent à la consultation, pour moi qui suis pédiatre, les gens me disent « Ah ben, mon enfant, il a 15 ans, alors j'ai très peur, alors vous n'allez plus vous en occuper, qui va s'en occuper ?» Et donc le parcours des 15-20 dans le système de soins, ça reste quand même quelque chose qui est très très compliqué. Et donc tout ça n'aide pas. Et bien sûr, même s'il y a une grosse réflexion de la part de l'autorité de santé, également de la part des médecins pédiatres et des médecins d'adultes, il y a encore un énorme travail à faire pour essayer d'améliorer la santé des adolescents. Et un de ces travaux, c'est d'améliorer la transition des soins de la médecine pédiatrique vers la médecine d'adulte. Et c'est vrai qu'il y a quand même un changement d'ambiance total. Et c'est vrai qu'en pédiatrie, nous, c'est cocooning. À la consultation, on a le patient, mais on a également souvent un parent, voire les deux parents. En général, il n'y a que les parents qui parlent. Et l'adolescent, il est au fond, là, derrière ses parents, il écoute ce qu'on dit de lui. Et très souvent, il n'a pas un espace parce que bon, les parents ne font pas exprès, mais même parfois le médecin, s'il ne prête pas attention, où il peut vraiment apprendre à verbaliser et à parler de lui et à ce qu'on ne parle pas de lui par proxy. Et donc, très souvent, il faut commencer à essayer de le voir seul en consultation et surtout, bien entendu, s'adresser à lui et pas à ses parents. Donc, c'est vrai qu'en médecine d'adulte, le patient, il est vu seul. Le temps de consultation, il est souvent beaucoup plus court. Et on va beaucoup lui parler de sa maladie, des médicaments, de plein de choses qu'il n'a pas forcément envie d'entendre à cet âge-là encore. Et bien sûr, ça nécessite qu'il ait plus d'autonomie, qu'il prenne lui-même ses rendez-vous, qu'il s'organise. Et ce n'est pas quelque chose qui est forcément évident pour lui. Et donc, comme ce changement qui est quand même radical ne peut pas se faire de manière brutale, il y a nécessité d'une préparation avec une évolution en douceur qui doit être personnalisée en fonction de l'enfant, de là où il en est. Et on va l'aider à progresser en sachant qu'il va y avoir plusieurs étapes. Et finalement, la transition, c'est surtout l'affaire du pédiatre. Et après, la phase de transfert, c'est-à-dire celle où réellement l'enfant va passer de la médecine pédiatrique à la médecine d'adulte, ça doit se faire de concert entre médecin d'enfants et médecin d'adulte. Alors, il faut savoir que cette transition, en fait, il y a 4 partenaires. Il y a d'une part l'adolescent, avec tous les problèmes qu'il a, tout ce que je vous ai raconté, la peur de sa maladie, à la fois l'envie de grandir, mais l'envie parfois aussi de régresser. Donc ça, c'est très compliqué. Il y a les parents qui, eux aussi, ils ont tout donné, ils ont tout vécu avec leur enfant, toutes les plus grandes difficultés, et ils ont très peur d'un coup de se retrouver complètement en dehors de la prise en charge de leur enfant, à qui ils font toujours très moyennement confiance. Donc ça, c'est très compliqué pour eux. Le pédiatre, c'est très difficile, oui, parce qu'on vous aime et que finalement on a fait le diagnostic, on a tout fait avec vous, tout le parcours, et que d'un coup se dire qu'il va falloir confier votre suivi à quelqu'un d'autre, c'est très difficile pour nous et on a des difficultés à vous lâcher et parfois on vous lâche un peu trop tard aussi, donc c'est pas bien non plus. Et puis le médecin d'adulte, lui aussi il a très peur parce qu'il sait très bien la confiance qu'on a, la qualité de la relation qu'on a eue avec vous. Et lui aussi, il a très peur que vous ne l'adoptiez pas. Et il a peur aussi souvent d'intégrer une histoire médicale qui a été très longue et complexe. Et donc pour tout le monde, c'est très compliqué. Donc c'est vraiment une période qui est difficile pour tout le monde. Et c'est pourquoi il faut qu'on travaille ensemble. Et vous voyez que la période finalement de transition, c'est une période qui est plutôt 15-25 ans, donc qui va durer une dizaine d'années. Donc ça commence avant le transfert, il y a la période de transfert. Et après le transfert, même les jeunes adultes, on sait qu'il y a une période là aussi où il faut rester très très vigilant à ce qu'il y ait peut-être un peu plus de consultations parce que effectivement c'est une période où il peut y avoir plus de crises, plus de poussées. Donc idéalement, c'est un parcours qui est continu et qui nécessite bien sûr une formation de tous les professionnels de santé, une formation des parents qui ne doivent pas être exclus de ce plan de transition et bien sûr une évaluation du parcours pour voir que l'essentiel des choses sont acquises. Et pour ça, on développe des outils. Et là, il y a un petit livre qui a été développé pour les adolescents pour leur expliquer effectivement la différence des soins.
Et puis, il y a l'éducation thérapeutique, un certain nombre de programmes qui sont développés pour aider à cette période de transition. Et puis, cette période de transfert, donc en interface avec le médecin d'adulte. Alors, ça peut se faire de manière relativement facile si l'hôpital pédiatrique il est sur le même lieu que l'hôpital d'adulte. Et là, on peut envisager des consultations communes. Ou alors, si ce n'est pas possible, des consultations alternées. Donc, on a identifié un médecin d'adulte. Donc, l'adolescent, jeune adulte va aller consulter une première fois, puis revient voir le médecin pédiatre. On fait le bilan. Si les choses se sont bien passées, on peut imaginer que ça continue comme ça. S'il y a eu des difficultés, on voit un petit peu ensemble s'il faut réadresser ou revoir des choses ensemble. Et puis finalement, quand c'est terminé, c'est le transfert du dossier et les choses se passent assez bien. Donc voilà, donc j'ai parlé de manière très succincte de la transition, qui est tout un sujet en soi, et sur lequel vous aurez peut-être des questions. Et pour illustrer tout ça, bien sûr, le passage du témoin. Donc je vais vous montrer simplement des exemples de programmes d'éducation thérapeutique du patient. Donc ça, c'est un programme d'éducation qui a été développé dans le réseau RESRIP, donc qui est un réseau de soins pour les enfants et adolescents atteints de maladies inflammatoires, mais qui pour l'instant n'est valable que pour les patients qui habitent en Île-de-France. Donc il y a un programme d'éducation thérapeutique qui s'appelle Mirage. Et donc là, c'est pour vous montrer un thème de séance d'éducation thérapeutique. Là, le thème, c'était l'école. Et vous voyez que la discussion était animée autour d'un jeu de loi, donc avec différentes cartes. Et donc, les participants tirent des cartes et puis ça permet d'ouvrir une discussion autour de l'école. Donc là, vous avez toute l'équipe qui est réunie, l'équipe du réseau et l'équipe ETP qui est énormément dévouée donc, pour développer ce programme. Donc vous voyez là d'autres ateliers, donc vous voyez les enfants donc, qui reproduisent, donc qui font des jeux de rôle, la consultation où on discute des médicaments, ou alors vous voyez là des cartes médicaments avec des adolescents, ou tout simplement les petites filles, là vous voyez qu'elles sont en train de faire un jeu de rôle pour apprendre l'auto-injection donc avec la poupée. Donc tout ça se passe bien en général. Et pour vous donner ici l'exemple d'un témoignage, donc une famille qui nous a envoyé ça, ça fait toujours plaisir. Donc sur les ateliers ETP, cela a été extrêmement positif pour toute notre famille. Théa s'est ouverte de manière spectaculaire grâce à vous, elle a gagné en sérénité, ça l'a aidé à comprendre des tas de choses, à évoluer à l'école grâce à un exposé qu'elle a été capable de faire devant sa classe, à trouver grâce à Fatima et à son nouveau copain Henri un moyen d'éviter l'EMLA avant les injections. Pour nous, ses parents, cela a permis de rencontrer d'autres parents, de se sentir moins seuls, de partager et de se rassurer sur le fait que nous faisions au mieux pour notre fille. D'être en dehors de l'hôpital permet une approche plus sereine, moins stressante. Même pour Milo, donc c'est le petit frère de Théa, ça a été intéressant. Je recommanderais à tous les parents et enfants concernés de venir à vos ateliers. Au-delà de leur côté instructif, ils sont très utiles pour les partages humains, la dédramatisation. Ça donne des infos utiles, ça permet de sortir de l'isolement pour le patient et sa famille. Ça donne des échanges constructifs. Sachez que vous nous avez apporté énormément. Merci, merci, merci. Donc ça nous a fait très plaisir. Mais voyez, donc on peut retirer quand même pas mal de choses de ces ateliers ETP, même si c'est en général quelque chose en plus qui se rajoute. Donc là, c'est pour vous montrer le réseau RESRIP. Pour ceux qui seraient intéressés pour faire de l'ETP, en tout cas participer à ces ateliers, il faut être membre du réseau. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller visiter cette page. Ça, c'est le site du centre de référence Cérémaïa, donc maladie auto-inflammatoire et amylose. Et donc, vous voyez en page d'accueil qu'il y a un espace pour les patients où vous pourrez trouver tout un tas d'informations. En particulier, il y a des liens avec les associations de patients, il y a un certain nombre de films, un certain nombre de livres et d'outils qui vous sont destinés pour vous aider à mieux vivre au quotidien. Ça, c'est la page My Patient avec des outils, là simplement des informations qui sont relativement succinctes, pour l'instant en tout cas, sur les maladies qui peuvent être suivies pour ce site web. Il y a également pour vous également le site du Printo. Donc le Printo, c'est une institution européenne qui coordonne tout ce qui est essai thérapeutique en pédiatrie pour les rhumatismes inflammatoires de l'enfant.
Et vous voyez que ce site développe des pages d'information pour les parents. Donc vous voyez que c'est en plein de langues européennes. Donc si vous cliquez sur le petit drapeau français, eh ben, vous allez tomber donc, sur les pages en français et vous voyez les informations sur les maladies observées en rhumatologie pédiatrique. Donc vous cherchez votre maladie et vous avez ici des pages d'information qui vous sont destinées. Donc, vous voyez que les ressources web ne manquent pas, en tout cas pour vous. Vous voyez qu'il y a aussi d'autres ressources. Donc là, vous avez une communauté de maladies une communauté de malades atteints de maladies rares, hein, qui s'appelle Rare Connect, hein, où vous pouvez, il y a des forums de discussion. Ça, c'est un forum qui est sponsorisé et anglophone, mais qui quand même, là aussi, vous apporte pas mal de renseignements, dont aussi Mieux vivre au quotidien, si vous parlez un peu l'anglais. Et également, bien sûr, la ressource, je veux dire, à grande valeur scientifique avec un espace patient, en tout cas sur la validité des informations scientifiques, c'est le portail d'Orphanet. Là aussi, vous avez différents onglets, et en particulier certains sur les maladies, sur les recherches en cours, si vous souhaitez participer à des essais thérapeutiques ou vous informer là où il y en a sur votre maladie. Je vous montre également le site de l'association de patients donc sur AFFMF, donc Association pour la fièvre méditerranéenne familiale et les fièvres récurrentes héréditaires, qui a beaucoup travaillé avec les médecins du Cérémaïa pour développer des outils. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses sur ce site et qui également a développé beaucoup de brochures, en particulier celles qu'on vous distribue dans les centres de référence, qui également peuvent vous servir à mieux vivre au quotidien. Il y a aussi donc l'association Muckle-Wells Synca, qui est également, comme l'association AFFMF, membre de ROR10, Rare Connect, etc. Et pour finir, je vais vous montrer les brochures qui sont distribuées dans les centres de référence et qui concernent là, quand même essentiellement la fièvre méditerranéenne familiale. Il y a également un livre sur les fièvres récurrentes héréditaires. Alors pour l'instant, ils ne sont pas réédités, mais ils sont téléchargeables en PDF sur le site du Cérémaïa dans l'espace patient. Voilà, donc j'en ai fini. Et donc, croyez en vos rêves et vivez avec passion et avec optimisme. Voilà, je suis prête à avoir vos questions.